Jusqu'à 1h sur Europe 1, Sophie Peters. De vous retrouver ce soir dans la libre antenne au 39 21 pour ces 2 heures de direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez nous appeler à tout moment au 39 21 pour nous parler de vous, de ce qui vous anime en ce moment. Ici, vous le savez, nous apprenons à cultiver une curiosité bienveillante envers nos pensées. En parlant et en nous racontant, on découvre nos propres pièges, on démêle les fils de nos pelotes mentales. Observer notre paysage mental avec bienveillance crée un espace de liberté entre nous et nos pensées. Et si vous vous sentez inconfortable à un moment, dites « j'ai la pensée que » ou « j'observe que j'ai la pensée que je ne suis pas ceci ou pas cela ». C'est une formulation inhabituelle, je vous l'accorde, mais elle vous permettra de prendre de la distance, de voir plus clair et d'être surtout plus patient. Vous verrez que ce qui est amusant, c'est que ce sont souvent les mêmes pensées qui reviennent avec quelques variantes. C'est juste intéressant de les connaître et de les repérer, car considérer nos pensées comme de simples pensées est un chemin vers la liberté. C'est un peu comme des lunettes de soleil, elles filtrent et colorent notre perception du monde. Cessons donc de croire que c'est la vraie couleur du monde et apprenons à ne pas prendre ces pensées au pied de la lettre. La vie pourra ainsi vous surprendre et qui sait, agréablement. Nous sommes là pour parler ensemble de votre vie, pour partager votre histoire avec les auditeurs dans la douceur de la nuit au 39-21, une nuit blanche sur la France. Nous nous écoutons et nous nous entendons, nous nous répondons aussi à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39-21 et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La libre antenne est à vous, c'est vous qui faites cette belle émission, ne l'oubliez pas. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Alexandra. Alexandra? Ah, je n'entends pas Alexandra dans mon casque, donc je pense que nous l'avons perdue. Ah, ça y est, elle est là. Bonsoir Alexandra. Non, moi je ne l'entends pas. Corentin me dit je l'ai, mais on ne l'entend pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre Alexandra en musique et on se retrouve dès qu'on l'aura retrouvée. Je vous dis à tout de suite. Alors, impossible de joindre Alexandra. Alexandra, si vous nous écoutez, Quentin et Corentin ont essayé de vous rappeler sans succès. Donc, nous accueillons Anne. Bienvenue, Anne. Merci. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Voilà, j'ai 75 ans. Il y a 15 jours, j'ai perdu mon mari. Il était monté en maison monté parce que c'est à la montagne, en maison de repos. Oui. Il était malade depuis très très longtemps et sa maladie s'était aggravée de la maladie d'Alzheimer. Et pour me permettre de me reposer, donc il était monté en maison de repos où j'essayais d'aller le voir le plus souvent possible, mais c'est loin. C'était loin et j'étais très fatiguée. Et donc je suis allée le voir un dimanche. Je l'ai trouvé en très très mauvais état. Surtout, je l'ai trouvé très seul. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas eu les soins que son état demandait, mais ça c'est un autre problème que j'essayerai de résoudre plus tard. Et quand je suis rentrée chez moi, peut-être 1h30 après, on m'a annoncé sa mort. Oh là là. Et donc, oui, vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir, en fait. Mais enfin, je sais. Non, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Oui. Et il en était surtout, il n'était pas surtout conscient de ma présence, quoi. Bon, j'étais très affectée par quand je l'ai vu dans cet état-là.
Et je vous répète, je crois qu'il n'avait pas là-bas les soins que son état demandait. Il y avait certainement une urgence. C'était un dimanche, personnel très réduit. Oui. Enfin, toujours est-il que je suis redescendue de cette montagne. Et le temps de descendre, le soir, il était mort. Et depuis, j'ai l'impression d'être une poupée cassée. Voilà, c'est exactement l'impression que j'ai. Oui, je comprends. Ouais. Sans compter que s'ajoute, bien qu'on me dise, je ne l'ai pas abandonné, que je n'ai pas ceci, que je n'ai pas cela. J'aurais voulu qu'il meure dans son lit. Voilà. Oui. Je m'en suis occupée beaucoup, nuit et jour. C'était pas pour le voir mourir comme ça. Voilà. Oui, alors, j'ai envie de vous dire, on choisit pas, enfin, vous ne vous êtes pas occupé de lui pour qu'il ait, vous voyez, quand vous dites la phrase, je me suis pas occupé de lui pour qu'il meure comme ça, comme si le fait que finalement sa mort anéantisse tout ce que vous avez fait pour lui, alors que ça n'enlève absolument pas toute la valeur, le cœur, l'amour, le soin que vous lui avez porté. Oui, certainement. C'est important ça. Certainement, important, mais ce sont des mots qu'on dit. Bien sûr, oui. Et qu'il est encore peut-être trop tôt ou qu'il est très difficile d'admettre. Bien sûr, exactement, vous avez raison, Anne. C'est que vous illustrez bien, vous savez, dans la première phase de deuil, c'est le déni, et comme vous dites, 15 jours, il est encore trop tôt pour réaliser et accepter. Oui, certainement, mais je ne sais pas si le temps fera quelque chose à l'affaire. À mon avis, c'est un peu tard, vous savez. Un peu tard, c'est-à-dire? Je ne sais pas, c'est difficile d'effacer toutes ces années. Enfin, mais ça n'efface rien. Oui. C'est la première fois, Anne, que vous perdez quelqu'un de très proche dans votre vie? Oh non, j'ai perdu. Il y a eu d'autres deuils, oui. J'ai perdu ma mère, ça a été un très très grand chagrin, mais que j'ai admis plus facilement parce qu'elle était âgée, je m'en suis occupée convenablement aussi, tout en travaillant, tout en ayant mon mari malade déjà. Mais c'est un deuil que j'ai admis comme quelque chose de normal, de alors prévisible, oui, c'est normal. Ça. Voilà, alors que là, je n'y arrive pas. Oui, je comprends. Parce que il y a une injustice, vous le vivez. Il y a une forme d'injustice là pour vous. Il y a deux choses à la fois. C'est l'état dans lequel je l'ai trouvé dans cette clinique, parce que manifestement, vraiment, c'était très évident, il manquait de soins. Et ça, cette image de... C'est ça qui vous fait le plus mal. Cette image, j'aurais beaucoup de peine à l'effacer tant que je n'aurais... Si j'en ai un jour d'explication du corps médical qui ne s'est pas manifesté à ce jour, quoi. Son état demandait, à mon avis, qu'il soit redescendu sur la ville en urgence, quoi, voilà. Mais bon, j'ai pas su me débrouiller ou faire le nécessaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, Anne, quand vous dites ça, vous avez comme un sentiment de culpabilité, comme si vous aviez pas assez bien fait. Vous avez un sentiment de culpabilité? Eh ben, j'ai eu le sentiment de l'abandonner surtout. Oui. Mais le soir, j'ai quand même appelé son médecin, qui m'a dit qu'il le ferait hospitaliser le lendemain. Nous n'avons pas eu le temps. Oui. Vous voyez? Donc, j'ai déjà eu l'impression de l'abandonner là, et on était tellement proches, bien qu'ils ne me reconnaissent pas tout le temps, et bien que ce soit un malade très très difficile, il y avait cette proximité quand même dans
dans la maladie, dans l'aide que je pouvais lui apporter. Oui, il est déjà il est important bien sûr dans votre histoire de vie, mais surtout, comme vous dites, c'est important pour vous dans votre quotidien, tout ce que vous faisiez pour lui. Alors votre quotidien est forcément très vide aujourd'hui. C'était le sens de votre vie, en tout cas de votre vie dans ce moment. Depuis 2 ans, oui. Oui, 2 ans, hein, c'est beaucoup. Ouais. Le vide s'était fait autour de nous, en quelque sorte. Hein, oui. Ouais. Oui. Et Anne, vous avez des enfants ? J'ai des enfants. Oui, qui sont grands, j'imagine. Oui, largement. Oui. J'ai 75 ans. Est-ce qu'ils vous apportent du réconfort ? Non. Non. Non, dans le sens où... après les bouleversements, vous savez, des premiers jours, chacun est retourné à sa vie, qui est pas facile, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Et non, le réconfort, je ne sais pas s'ils comprennent ce que j'éprouve. Oui. Et puis tant mieux, je veux dire, c'est pas leur problème. Oui, ils sont tristes, ils ont perdu leur papa, donc eux sont dans la tristesse, bien sûr. Voilà. Oui, vous avez raison, Anne, c'est juste, oui. C'est pas leur problème. Oui. Cette espèce de déchirement que j'ai. Oui. C'est un déchirement. Oui, c'en est un. C'est juste Anne. C'est physique, je veux dire. Oui, combien d'années tous les deux? Oui. Nous étions amis d'enfance et on allait fêter nos 57 années de mariage. Ah bah oui, vous avez perdu une partie de vous, Anne. Ah, certainement, oui. Bien sûr, bien sûr. Et je me demandais comment on pouvait réagir. Parce que là, je me trouve confrontée à beaucoup de problèmes matériels. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça qui est... Alors là, pour tous les problèmes matériels, Anne, ce qui serait important pour vous et ce qui vous aiderait, c'est de vous laisser épauler par vos enfants, qui sont grands. Oui, bien sûr. Et de leur demander de vous aider pour tout ce qui est... Ça, c'est vraiment important, Anne. Vous me dites que vous avez 75 ans, c'est leur papa. Ils ont à vous aider sur tous ces aspects-là pour vous accompagner. Mais encore que je sois très capable de le faire. Oui, mais c'est très lourd. Oui, mais il y en a beaucoup. Vous avez besoin d'en parler, d'être aidé, d'avoir des conseils. Oui, nous en parlerons. C'est vrai que les conseils, je les accepte pas beaucoup. Mais oui, nous en parlons. Ce sont des problèmes complètement sordides, ce sont des problèmes d'argent, bien sûr. Ouais, de compte bancaire, de pension de reversion qui va mettre 6 mois pour être versée. Donc vous allez passer un moment difficile. Ce qui fait que vous vous demandez comment vous allez vivre. Bien sûr. Mais à la limite, tout ça me paraît très lointain. C'est quelque chose qui m'aurait peut-être angoissé en temps normal, mais là, ça me paraît très lointain. Oui. Alors, c'est très lointain, mais c'est dans le ici et maintenant, parce qu'il s'agit de vous, de votre protection, de votre sécurité. Donc, c'est pas du tout à négliger, et ça vous remet aussi, paradoxalement, mais dans la vie. Ah non, mais je néglige rien, je suis un vrai petit robot. Oui, mais oui. Non, un petit robot qui range ses papiers, qui fait des démarches idiotes. Oui, mais j'imagine que vous le voyez partout, vous l'imaginez partout. Mais tant et si bien que je vais au cimetière. Oui. Souvent, très souvent, c'est pas loin de chez moi. Oui. Mais je n'arrive pas à regarder la tombe. Oui, mais oui. Enfin, ce trou dans la terre. Bien sûr. Il vous faut du temps, Anne. C'est très long, très lent. Et je comprends que là où vous en êtes, mais vraiment 15 jours, c'est rien et c'est immense, bien sûr. Mais il vous faut apprivoiser comme si on pouvait. Mais la mort, c'est ce qui nous effraie le plus, c'est ce qui nous est le plus terrible. Et que là, pour vous, c'est appréhender toute une autre vie que la vôtre. 50 ans à passer avec lui, c'est une autre vie, une autre forme de vie. Oui. Et une amputation. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je comprends. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Enfin, bizarre. Ça paraît bizarre, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Oui, parce qu'Anne, c'est le sens de votre vie qui va se recomposer. Mais il vous faut un peu de temps.
Oui. Alors, tout ce que vous me décrivez là est j'ai envie de vous dire normal, hein. Oui, je bien pense sûr, bien que je bien ne suis sûr, pas la première. non. Oui. Mais c'est terrible parce que vous avez perdu tous vos repères, enfin une forme de repère, quoi. Oui. Et c'est pas un autre qui va se créer à la place, il va y avoir un vide. Vous savez, on dit dans le corps physique, quand on perd un de ses membres, hein, on est amputé d'un membre, Oui. on parle de douleur fantôme, on sent Oui. encore. Hein. Oui, Et dans des histoires de couple comme la vôtre et de très longues périodes à deux, c'est une forme d'amputation à la fois psychique et sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a un membre fantôme, il y a une partie de vous qui souffre et qui est absente. Et dans cette absence. Oui, je me demandais simplement combien de temps je tiendrais à faire ce que j'appelle, moi, le petit robot, là. Voilà, exactement. Oui, alors, oui. Et avant de vous écrouler. M'écrouler ou de réagir, je ne sais pas. Mais je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Enfin, ce que j'ai à faire. Il y a aucune obligation. Bon, je fais mes papiers, je fais mes démarches, mais tout ça, c'est très lointain. Oui. Oui, comme si vous n'étiez pas là. Comme si je n'étais pas concernée. Oui, surtout. pas concernée. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire, parce que vous n'avez plus de cœur, Anne, le cœur est blessé, vous avez plus... Vous savez, quand on dit « j'ai pas le cœur à faire les choses », vous avez plus le cœur à ça, Anne, parce que votre cœur, il est endeuillé et très douloureux. René dit « le temps du deuil, c'est un temps très long mais nécessaire et vous êtes désorienté, c'est normal, mais faites-vous confiance, la douleur va s'atténuer petit à petit ». Oui. Alors il y a Iris, Anne, qui vous écoute depuis le début de l'émission et qui a souhaité vous rencontrer à travers l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Iris, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Iris. Alors vous avez envoyé un petit message sur lequel on a réagi tout de suite, un SMS, où vous nous dites que votre mari est mort le 16 juillet dans son sommeil à la sieste et que vous êtes monté 15 minutes après, il était déjà mort et que depuis, vous vous sentez vraiment mal avec ça, vous culpabilisez. C'est très violent, bien sûr. Hein. Bon, puis je culpabilise parce que je me dis, j'aurais dû monter plus tôt, bon, vous savez ce que c'est. Hein. Je n'arrête pas de culpabiliser. Je me suis lancée. Anne, le cas de Anne est similaire au mien et je lui dis bonjour, bonsoir. Bien sûr. Oui. Dans la mesure où moi aussi je me suis trouvée avec une tonne de formalités à faire, je me suis lancée dedans la tête la première, à l'étonnement d'ailleurs de beaucoup de mes proches qui me disaient mais non, mais ne te presse pas. Et en fait pour moi ça a été quelque part une manière de tenir debout. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Oui, de faire un peu comme disait Anne, le petit robot. Oui, Exactement. c'est ça. Moi, je n'ai pas fait de papier, mais j'ai vidé des placards. Voilà. Voilà, mais moi j'ai collationné tous les papiers, j'ai passé des coups de fil, j'ai demandé des formulaires pour la pension de reversion, bien que ça, dans le fond, ce soit pas ça qui me... tout ça, c'est, comment dire, c'est l'écume des choses. Hein. Oui. Au cœur de toutes les démarches, il y a mon mari, je le vois partout, dans la maison, bien évidemment. Hein, bon. Alors là, actuellement, je suis en train de changer les meubles de place parce que c'est trop dur. C'est la première chose que j'ai faite aussi. Non pas que je veuille l'oublier, bien au contraire, mais... Oui, de changer le décor pour plus le voir à tous les endroits de la maison. Hein, pour que le lieu de la maison imprime ce changement lui aussi, apporte le deuil finalement. Absolument, parce que c'est morbide. Oui. Je comprends. On vit dans un sanctuaire, c'est terrible. Parce que rien n'a bougé. Alors, Iris, qu'est-ce que vous pourriez dire à Anne, justement, qui s'inquiète à juste titre de dire, mais comment tout ça va évoluer? Je me demande si un jour, vous qui, ça fait un petit peu plus longtemps, par quoi vous êtes passé? Par quoi vous êtes passé pour aider Anne? Je suis passée là, je suis passée par la révolte, d'ailleurs,
d'ailleurs, j'y suis encore par moments. Bien sûr. Parce que mon mari est mort à 74 ans et j'ai l'impression qu'on lui a volé 10 ans. Oui. Parce qu'il aurait pu mort. Bien sûr. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Mm. Donc, c'est une révolte. Bon, j'arrive à vivre un peu plus normalement dans la mesure où, quand on m'invite, je ne refuse pas, j'y vais. Bon, je suis là et pas là. Je suis là physiquement et pas forcément dans ma tête, mais j'essaye de ne pas m'enterrer vivante. Ouais. Je prends un petit peu plus soin de moi. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. J'essaye de raccrocher les wagons, quoi. J'ai vraiment l'impression, c'est idiot, mais j'ai des petits bouts de bois partout, façon puzzle, vous savez. Et j'essaye de tout ramener et puis de les mettre dans le bon ordre pour me retrouver. Mais il y a des moments, je crois que je suis sur la bonne voie et puis d'autres moments. De moments, vous écroulez, ce qui est normal. Et alors, Anne, quand vous écoutez Iris, est-ce que, qu'est-ce que ça provoque en vous? Qu'est-ce que vous dites? C'est un petit peu le reflet que je rencontre tous les jours. La seule chose, c'est que s'ajoutent ces images désastreuses que j'ai de la maison de repos. Ces images-là ne s'effacent pas. J'aurais préféré qu'il meure pendant sa sieste. Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Je comprends. Il n'y a pas de bonne façon, de toute façon. Non, il n'y a pas de bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon, mais celle-là a été particulièrement sordide. Ouais, et cette image-là, déjà, a beaucoup de mal. La révolte est en train de passer, mais ça devient de la passivité, alors je sais pas ce qui est bien. Mais c'est vrai que je suis allée me faire couper les cheveux. J'ai essayé et je vide beaucoup les placards. Ça, c'est significatif. Oui, il y a Laurence qui dit l'activité, l'hyperactivité féminine pour oublier, séparation. De toute façon, je suis incapable de faire des choses très, très rationnelles. Donc, ma foi, je vide les placards, ils seront vidés, ils seront propres, quoi. Bien sûr. Merci Iris d'avoir appelé pour Anne. Merci à vous. Bon merci. Anne. Oui. Merci beaucoup. Et puis Anne, il y a une auditrice qui envoie un message pour vous. Alors je vais lui demander de nous envoyer par SMS son numéro parce que elle dit j'aimerais apporter du réconfort à Anne et je suis soignante en gériatrie. Ça pourrait vous aider Anne de discuter avec elle justement sur les démarches si vous avez envie d'en entreprendre auprès de la maison de repos. Donc j'ai déjà consulté un avocat et non, je ne désire pas parler à quelqu'un de la gériatrie, ça me ferait trop mal. Il y a des... Vous savez ce que m'a dit le médecin, la gériatrie n'est pas la pédiatrie, ce qui veut tout dire. Hein? Oui. Donc ça, c'est très dur. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai pas de preuves assez flagrantes. Je ne mets pas en doute les soignants. Mais bon, c'est vrai qu'un vieux qui meurt n'est pas très intéressant, ça, c'est certain. Oui, enfin, de toute façon, avec la société qui avance, ça va être un sujet de société, ça aussi. Ça va être un très grand sujet de société. Bien sûr. Et avec les associations que je fréquentais et avec lesquelles je parle, je m'aperçois que mon cas n'était pas unique du tout. Oui, bien sûr. Et c'est très triste et c'est peut-être quelque chose qui me fera tenir debout peut-être. Oui, comme un combat, comme un engagement. Oui, un engagement pour lui, je comprends. C'est très triste pour notre société. Oui, vous avez raison. Que les gens qui restent, les aidants, vous savez, ils travaillent énormément. J'ai tellement entendu de choses sur les aidants qu'il fallait se préserver. Mais tout ça, ce sont des mots qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas suivis des faits du tout. Moi, je me suis retrouvée très seule à porter un malade. Et j'ai trouvé une force dont je ne me sentais pas capable.
Et en fait, c'est pas vrai. Les malades et ces gros malades, vous n'êtes pas aidés, c'est pas vrai. Sans parler des soucis financiers que ça génère, parce que les aides sont très chères. Oui. Voilà. Bon courage à vous, Anne, et merci de nous avoir appelés. Merci, hein, Sophie. Et comptez sur le temps long. Comptez dessus. Je compterai, oui. Oui. Je vous embrasse, Anne. Bon courage. Au revoir, à vous. merci. Au revoir. Pour parler à Sophie Peters, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Sophie Peters. Oui, bonsoir Alexandra. Bonsoir. Eh bien, vous a retrouvé, je suis ravie. Oui. On vous avait perdu pour une histoire de téléphone. Hein. Oui, exactement. Voilà. Et c'est justement ma fille, donc elle est petite, elle a 2 ans et demi. Là, j'avais un peu trop laissé jouer avec le téléphone, donc elle a un peu détruit. Bon, bref. Elle est couchée là, elle est couchée. Elle est couchée. Oui. Et je vous appelle parce que elle est très vive. Et très intéressante et très intéressée par tout, mais depuis quelque temps, depuis un mois et demi, elle a commencé à me frapper. Elle a aussi frappé un petit enfant dans un parc, et puis à se frapper elle-même. Ouais. Et est-ce que vous en avez déjà parlé au pédiatre qui la suit ? Non, elle n'a pas de pédiatre. Ah. Elle a un médecin traitant, mais pas de pédiatre. Vous en avez parlé un peu avec lui, pas encore ? Non. D'accord. Et qu'est-ce que vous savez de l'histoire de votre petite fille ? Qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment ? Est-ce que ça va bien entre vous et le papa ? Entre vous et vos parents ? Dans la famille ? Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, cette petite fille ? C'est quoi sa vie ? Elle a une vie tout à fait calme. Ça va bien entre le papa et moi. Ouais. La famille, on ne voit pas tellement les grands-parents parce qu'ils sont éloignés géographiquement. Elle est avec moi tout le temps puisqu'elle ne va pas à la crèche. Je m'en occupe beaucoup. D'accord. J'investis beaucoup, ça c'est sûr. Je suis très attentive à elle, une maman un peu angoissée, c'est sûr. Oui. Oui. D'accord. Parce que en fait, quand vous dites elle est agressive ou elle se frappe, est-ce que c'est elle a donné un bon coup à un petit garçon dans un parc et vous, elle vous frappe de ses petits poings et quand elle se frappe elle-même, elle se cogne la tête. Elle fait comment ? Elle fait quoi comme geste ? Non, elle ne se cogne pas la tête. Bon, elle fait quoi ? Elle se frappe sur les mains ou sur les jambes. Ok. Mais je crois qu'elle a une grande. Elle pense qu'elle voudrait faire elle-même, qu'elle voudrait décider tout elle-même. Ça c'est clair. Ouais. Et je ne la laisse pas faire parce qu'elle ne veut rien faire. Ouais. Alors, Alexandra, déjà, d'une part pour vous rassurer, parce que c'est toujours important de connaître un peu la psychologie du petit enfant, et il se trouve que les comportements agressifs sont excessivement fréquents entre 18 mois et 3 ans. Parce qu'à cet âge, l'enfant contrôle pas bien ses désirs, il agit sans réfléchir. Et c'est d'ailleurs souvent une impulsion ou le manque d'autocontrôle qui sont à l'origine de l'agressivité et non le désir de blesser quelqu'un. Donc votre petite fille cherche ni à vous taper ni à taper quelqu'un, mais elle cherche à exprimer quelque chose. Et comme elle n'a pas encore toutes les règles du langage, ses moyens du coup sont physiques. En plus. Bon, un tout petit, il a tendance à chamailler pour obtenir ses objets qu'il veut ou pour les garder en sa possession. Alors souvent, c'est des bagarres effectivement dans les parcs. Donc c'est souvent ce qu'on appelle en psy les premiers signes d'agressivité comme ça. C'est ce qu'on appelle des conflits de possession en fait. Donc ils veulent même jouer ou ils veulent l'attention d'une même personne et encore une fois ils n'ont pas encore complètement le langage. Et puis c'est bien sûr quelquefois il peut faire mal votre petite fille si ça se trouve, je sais pas, est-ce qu'elle a fait mal à ce petit garçon, mais ils peuvent se faire mal quand même. Non.
petite fille qui était plus grande qu'elle. D'accord. D'ailleurs, il y avait une injustice. Elle ne lui rendait pas son ballon. D'accord, oui, alors en plus, oui. Mais alors, vous savez, vraiment, c'est à cet âge-là où l'agressivité, 2 ans et demi, c'est jusqu'à 3 ans. Et c'est à 3 ans que les choses vont changer. Parce qu'elle sera beaucoup plus à l'aise avec le langage. Mais là, elle n'arrive pas à exprimer ses émotions avec des mots. Et du coup, c'est pas facile d'apprendre à maîtriser ses émotions. Donc, il y a des accès de colère qui sont très fréquents à cet âge-là et qui peuvent s'accompagner d'agressivité. Alors, ça peut être mordre, frapper, pousser. Et c'est souvent entre le 2e et le 3e anniversaire. Donc là, vous me dites, elle a juste 2 ans ou 2 ans et demi ? Juste 2 ans et demi. Ah ben, vous voyez, elle est à juste 2 ans et demi. Donc, on est vraiment en plein dedans. Et puis, vous allez voir que vers 3 ans, ses comportements commencent à diminuer parce que l'enfant développe de plus en plus son langage et puis surtout son habileté sociale. Et si elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup, mais elle n'est pas encore... Avant de me frapper, elle me dit qu'elle ne veut pas. Bien sûr. Elle crie beaucoup. Elle crie beaucoup pour être entendue. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut vous dire? Parce que, encore une fois, vous voyez, elle cherche à vous dire quelque chose. Quels sont, moi j'aimerais que vous me disiez, Alexandra, maintenant que je vous ai un peu expliqué ça et ça, c'est pour votre propre gouverne, quelles sont vos réactions quand elle est comme ça? Qu'est-ce que vous dites? Qu'on voit ensemble, c'est pas du tout pour vous juger, c'est pour voir si éventuellement, parce qu'on apprend, le métier de maman, malheureusement, il s'apprend nulle part que c'est en faisant, et donc quelquefois on pense qu'on dit la bonne chose, puis on n'obtient pas tout à fait ce qu'on espérait. Donc quand elle se conduit comme ça, ou qu'elle crie beaucoup, vous lui dites quoi? D'abord, je lui dis qu'il ne faut pas crier. C'est bien, ouais. Maintenant, j'essaie de lui dire que je la comprends, que je sais qu'elle voudrait faire autre chose, mais qu'il faut se laver les mains, qu'il faut faire telle chose parce que mais c'est vrai qu'elle a une volonté très forte et elle ne veut pas des choses qui sont nécessaires. Et je ne sais pas comment lui dire. D'accord, donc elle est en but contre votre autorité. C'est ça qui vous pose question, enfin, au problème. Je suis vraiment pas autoritaire. Non, mais quand je dis votre autorité, c'est-à-dire quand vous dites il est l'heure, je sais pas, d'aller se laver les mains ou de se brosser les dents ou de se coucher, c'est là qu'elle commence à être agressive? Oui. D'accord, donc c'est dès que vous lui demandez de faire quelque chose qu'elle a du mal à obéir. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez négocier avec elle? Vous négociez? Oui, je négocie. Oui, je négocie beaucoup. Ah voilà. Mais oui. Et est-ce que quand vous négociez, ça fonctionne? C'est mieux, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Elle a aujourd'hui, elle m'a quand même donné un coup alors que je lui avais expliqué que il fallait le faire, qu'on en avait pour 2 minutes à se laver les mains, etc. Et elle vous a donné un coup, comment elle a fait quoi? Elle m'a donné un coup sur la main. Évidemment, c'est rien du tout, mais c'est le geste. Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandra, alors elle est délicate ma question, je sais que vous vous occupez énormément d'elle, et en même temps, est-ce que vous occupez énormément d'elle parce que il en va de votre désir de maman, ou il en va de ses besoins? Peut-être qu'il y a un petit... un peu un malentendu, comme il y a quelquefois aussi dans les couples, un malentendu avec votre petite fille qui cherche à exprimer un besoin et elle estime que le besoin qu'elle a n'est pas pris en considération. Et donc, elle est pas encline à se soucier de vos besoins à vous, parce que c'est normal, elle est petite. Donc, votre besoin, c'est qu'elle se lave les mains au moment où vous l'avez décidé. Mais elle estime quelque part, et on ne sait pas pourquoi, que elle a un besoin que vous n'entendez pas, et donc son agressivité, c'est une façon de vous le signifier. Je ne sais pas. Oui, alors, ce qui serait intéressant... Elle ne veut jamais rien. Elle ne veut pas se laver, elle ne veut pas aller se coucher, elle ne voudrait jamais rien. Vous pouvez parler avec elle dans la journée, puisque vous êtes tout le temps ensemble... est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des moments où elle exprime un besoin que vous écoutez, que vous accordez, ou c'est toujours vous qui donnez le là? Est-ce qu'elle a le droit, elle, dans sa journée, de décider certaines choses? Avec vous, bien sûr.
Je pense que oui. Oui. Est-ce qu'elle est très stimulée avant de se coucher, par exemple? Non. Justement, Vous lisez une histoire? elle est prématurée. Elle était prématurée. Mhm. Et donc, elle était très nerveuse. Et j'ai accordé beaucoup d'importance à ses rythmes pour qu'elle garde la sieste. Elle ne voulait plus faire la sieste. Déjà, là, elle ne l'a pas faite. Il y a 4 jours où elle ne fait pas la sieste, où elle ne veut jamais aller se coucher, etc. Donc, je sais que c'est primordial pour elle de dormir ou d'avoir un rythme très calme le soir pour justement Oui, son mais équilibre. imaginez Alexandra, alors, je ne sais pas comment vous faites, est-ce que vous lui dites, bon, c'est important pour toi, c'est bien pour toi, il faut que tu ailles faire une sieste ou il faut que tu ailles te coucher, donc maintenant c'est au lit, et voilà, ou est-ce que vous lui proposez quelque chose? Alors je vais vous dire quoi? Est-ce que par exemple, vous lui dites, tiens, viens, on va dans ton lit, je vais te lire une histoire, on va faire un jeu, on va passer un moment ensemble? Est-ce qu'elle a ce moment-là avec vous? Mais c'est très codé, c'est très rythmé, c'est-à-dire que on a un petit rythme du coucher où je lui fais prendre son bain, ensuite c'est l'histoire, ensuite on lui fait des bisous et puis on met tous ces petits Oui, c'est doudou. amis doudous Oui, à côté d'elle. autour du lit. Et donc voilà, normalement ça se passe bien, mais c'est difficile quand même. Donc ça se passe globalement bien. Ça se passe globalement bien, mais elle est toujours réticente à tout. Elle ne voudrait jamais rien de tout ça. Et surtout aller se coucher. En fait, ce que j'entends, Alexandra, c'est que c'est surtout vous que ça affecte. Et d'ailleurs, vous appelez pour ça ce soir. Et parce que, en fait, ce que vous décrivez est tout à fait le comportement normal d'un enfant de l'âge du vôtre. Par contre, vous, ça a une résonance énorme parce que vous dites, peut-être, je sais pas, après tout le temps que je passe avec elle, la maman que je suis, le soin que je prends d'elle, j'aimerais bien, voilà, vous aimeriez bien que ce petit rituel, ça fonctionne à chaque fois. Mais un enfant, c'est tout le temps différent, ça a des humeurs, donc vous me dites globalement bien, et donc que de temps en temps, elle soit pas d'accord. Ça va vous demander à vous d'être... Non, elle n'est pas d'accord. Enfin, je sais pas vous dire 20 fois par jour, 30 fois par jour, elle n'est jamais d'accord. Et si vous preniez ça sur le ton de l'humour, Alexandra, du jeu? Ça m'arrive. Et alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Mieux. Eh oui. Oui, parce qu'elle est vraiment dans cet âge-là. Et vous, si vous prenez ça pour un non-respect, vous voyez, de la part d'un tout petit bout de chou, c'est pas de l'irrespect de sa part. Elle cherche à tester vos limites, à tester les siennes, à tester son pouvoir, et elle passe par cet endroit-là qui ne vous convient pas. Plus vous allez, moins ça va vous faire d'effet. Parce que là, ça vous fait beaucoup d'effets, ça vous crée même du souci, vous finissez par vous dire, est-ce qu'elle n'est pas anormalement agressive? Non, elle m'a pas du tout l'air anormalement agressive, votre fille. Mais en revanche, c'est à vous que ça crée du coup un problème. Et quand ça nous crée un problème en tant qu'adulte, en tant que maman, l'enfant, vous savez, c'est extraordinaire, il sent tout, mais il sait rien, c'est-à-dire qu'il comprend pas, mais il sent. Et donc, elle sent qu'il se passe quelque chose chez maman quand elle fait ça. Or, vraiment, mais tout son plaisir dans la vie, c'est de faire quelque chose à maman. Quoi que ce soit. C'est-à-dire d'exister pour ses parents. Et elle sait que quand elle est comme ça, ça fait quelque chose à maman. Bon, ça fait pas un truc super bien, maman, parce que maman s'énerve, elle a pas l'air contente, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression d'être le centre de la terre et le centre de maman. En plus, j'empêche quand même papa et maman de se retrouver tous les deux. Donc c'est quand même tout bénef. Elle est toute seule, elle est enfant unique pour l'instant. Oui, c'est le premier. Oui. Donc elle est la petite reine. Elle vous empêche elle empêche le couple de se retrouver. Donc c'est quand même assez chouette parce que elle a de la puissance. Vous voyez, elle exerce tout ça. Plus vous allez être tranquille, cool, souriant, et que vous allez lui parler en disant, tu sais quoi, nous on a envie de se retrouver tous les deux là. Donc toi, tu as eu maman toute la journée, tu as eu un peu papa ce soir. Maintenant c'est notre heure, à nous. Bye bye, au revoir, bisous. Tu as eu ton histoire. Vous voyez, remettez des mots parce qu'elle est en plein apprentissage.
Donc, il faut que vous fassiez un petit peu le disque rayé, enfin, de remettre des mots, mettre en mots ce que vous vous dites et en tant qu'adulte, mais lui expliquer pour qu'elle apprenne toute la logique et pas lui dire, pas la raisonner, parce que raisonner un enfant de 2 ans et demi, ça va pas fonctionner. Et là, elle a de la puissance, elle crie, elle est pas contente. Ne raisonnez pas, expliquez-lui ce qui se passe pour vous, pour votre couple, comme pourquoi et comment vous le décidez, mais ne lui demandez pas d'être d'accord avec vous, elle l'est pas. Vous voyez, parce que peut-être vous lui demandez d'être d'accord avec vous, elle n'est pas d'accord avec vous. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement, avec tout doux, comme je vous le dis là. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais papa et moi, papa, on s'est pas vu de la journée. Papa travaillait, moi tu m'as eu toute la journée. Maintenant, je vais retrouver papa. Alors, elle va évidemment vouloir absolument son papa dans ces cas-là. il y a des chances. Mais petit à petit, plus vous allez être vous détendu, calme, même si c'est difficile, hein, j'entends bien. Mais surtout, bon, bien sûr, j'imagine peut-être vous lui dites pas tu es méchante ou vous dites non quand elle frappe, hein, d'accord. Non, mais par contre, je lui dis qu'il ne faut pas le faire. C'est très bien, oui, c'est très bien. Et puis effectivement, c'est important de lui expliquer les conséquences de ses gestes aussi. Si par exemple, quelqu'un l'a déjà frappé, ça lui est arrivé peut-être un autre enfant. Oui, il y a une petite fille qui l'a frappé. Oui. Bon, alors à ce moment-là, il faut que vous lui dites, tu te souviens quand, je sais pas, un tel t'a frappé, ça t'a fait mal, tu as pleuré, c'est pareil. Pour le petit garçon, la petite fille que tu as frappée, ça lui a fait mal aussi. Et c'est-à-dire, vous mettez en mots, parce qu'elle est en train d'apprendre. Donc, à chaque fois, vous allez mettre en mots le moment où elle se couche. Vous lui dites, on a lu une histoire, on s'est lavé les dents, tu as pris ton bain, on a dîné, on a joué. Racontez-lui tout ce qui s'est passé en mots. Oui. Vous lui racontez la soirée. Ça, je le fais, oui. Ouais. Et ça l'aide. Surtout, c'était pas vraiment pour moi, c'est pour elle. J'ai très peur pour elle. Ah oui. Et peur de quoi? J'avais peur que j'ai entendu des enfants qui se mutilent après, etc. Oh là, ah oui. Ah oui, non, oui, mais c'est votre anxiété là, Alexandra, c'est touchant d'ailleurs. Mais attention, parce qu'avec votre anxiété, vous allez lire les comportements de votre enfant pas sous le bon angle. Regardez si ça peut vous aider. Vous pouvez taper regardez sur internet des travaux sur la psychologie de l'enfant. Vous verrez les étapes de développement. Et vous verrez ce que je vous dis entre 2 et 3 ans. Vraiment, c'est le point culminant de l'agressivité chez le tout petit. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs René. Hein. René envoie aussi un message. À cet âge, l'agressivité atteint son seuil maximal et vos réponses à ces comportements agressifs sont primordiales. Oui, mais justement, de bien répondre parce que quand elle fait ça, quand elle se frappe elle-même, j'avais lu qu'il fallait pas réagir. Pas réagir. Ne pas réagir du tout. Non, vous pouvez lui demander, quand elle se frappe, demandez-lui pourquoi, est-ce que elle estime qu'elle a fait quelque chose de pas bien? Ça signifie quoi pour elle? Bon, vous dites que c'est sur les cuisses ou sur les mains, mais donc elle se donne elle se fait pas mal, mais je lui ai dit, mais alors, est-ce que ça te plaît, ça te fait du bien? Tu t'es fait mal ou tu t'es... Elle me dit oui, ça me plaît, mais enfin, je me dis... Oui, donc c'est un jeu. Oui, donc c'est un jeu. Non, mais elle me dit pas toujours... Enfin, pas la vérité, c'est un grand mot pour elle, mais elle me dit qu'elle a vu ses petites copines, elle ne les a pas vues, enfin, elle a son petit monde à elle, quoi. Oui, c'est normal. Quel est son petit monde à elle? Mais quand vous me dites... vous l'interrogez, parce que encore une fois, Alexandra, moi je trouve que vous surinterprétez ou surréagissez. C'est un peu le sentiment que vous me donnez quand on échange là toutes les deux. Alors j'ai pas vu votre petite fille, mais que votre anxiété vous fait imaginer plein de choses. Alors qu'effectivement, elle est dans son monde. Qu'est-ce qu'en pense votre époux, le papa? D'ailleurs, il y a un auditeur qui demande aussi, qui dit, tiens, Alexandra, parle pas du comportement du papa. Comment il intervient, lui? Il est beaucoup plus relax. Oui. Et lui, mais qu'est-ce qu'il vous en dit quand vous lui en parlez? Vous avez dû lui en parler parce que ça vous inquiète. Mais il est un peu...
des fois, il est un petit peu dur avec elle et je lui demande d'être un peu plus doux. Oui, mais Il la gronde beaucoup pour des choses où elle ne peut pas encore savoir. par Mais exemple. sinon, il est beaucoup plus... Oui, lui, il fait moins attention à tout ça. Pour lui, c'est pas grave. Oui, c'est l'autorité du père, hein. Donc c'est le. Lui, vous dites quoi? Il l'a puni? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Quand vous Moi dites aussi, des fois, je la punis. Oui, bon. Je la mets au coin. Oui, ça sert à rien, hein, Alexandra. Ben oui. Ah Sur le bah coup, tiens, ça sert un peu. ah non, ça sert à rien. Non, ça va la rendre agressive. Non, ça sert à rien de la mettre au coin. Elle peut pas comprendre. Il n'y a pas d'explication. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que tout ce qui est de l'ordre de quand un enfant trouve, elle est en plein apprentissage et son agressivité sert à dire quelque chose qu'elle n'arrive pas à dire. Donc vous êtes une courroie de transmission entre elle, entre elle et son monde, entre elle et ses émotions. Alors je vous dis pas du tout de jouer au psy, mais avec le côté ludique des enfants, c'est rentrer dans le ludique. Mais alors, il y en a maintenant des travaux sur la psychologie de l'enfant. On n'avait pas tout ça dans les années 50 ni 60, mais tout ça date de ces années-là, enfin des grands débuts, puis Piaget. Enfin voilà, il y a énormément de grandes spécialistes sur l'enfance. Et ça, pour le coup, je peux vous dire que mettre un enfant au coin et le punir, parce que là, vous me donnez une petite clé. Vous voyez, c'est pas bien, parce qu'on est toujours inquiet en tant que maman. Puis c'est votre premier, donc vous apprenez. Puis c'est peut-être votre mère ou dans votre famille, on faisait ça. Alors souvent, on arrive avec les principes éducatifs de nos parents. Et nos parents, voilà, connaissaient peut-être pas non plus, étaient au fait de toutes ces évolutions et de la connaissance maintenant qu'on a. Non, ma mère me dit que je la punis trop. Alors, Ah bah tiens, vous voyez, parce que ça, c'est un des éléments, alors Alexandra, qui fait flamber l'agressivité d'un enfant de cet âge-là. Le trop de punition. Parce qu'elle ne les comprend pas. Ça n'a pas de sens pour elle. Vous, ça en a. Elle crie beaucoup, elle crie. Oui, mais alors plus vous allez la punir et plus elle va crier. C'est sûr, c'est sûr. Plus vous la mettrez au coin, plus vous la punirez, plus vous lui direz que c'est pas bien, plus. Ça m'arrive une fois de temps en temps, hein, vraiment pas beaucoup. Oui, mais vraiment, je suis pas dure avec elle. Mais c'est pas une histoire d'être dure, Alexandra. Alexandra, moi je ne vous juge absolument pas et je sais à quel point c'est compliqué d'être une maman. Savoir quelle erreur je fais. Oui, non, il n'y a pas d'erreur, il y a des adaptations. On apprend tout le temps avec un enfant et c'est l'enfant qui nous apprend. Votre petite fille est en train de vous apprendre que la façon dont vous vous y prenez avec elle, c'est pas son besoin. Parce qu'un enfant qui crie tout le temps et qui refuse d'obéir signifie quelque chose. Il y a un truc qui pourrait peut-être vous aider, Alexandra, et qui serait très rapide pour vous, parce que vous en occupez bien et beaucoup. Mais je sais combien, encore une fois, hein, c'est délicat, parce que il y a une telle anxiété de maman de mal s'y prendre. Mais du coup, vous voyez, vous êtes tellement anxieuse de mal faire, ou de pas bien faire, que vous avez tendance à en faire trop, ou c'est compliqué du coup de remettre en cause, parce que si je remets en cause, alors ça veut dire que je faisais pas bien. Vous aussi vous apprenez en même temps qu'elle. Et non, ça me pose pas de problème de me remettre en cause. Mais ce qui me pose problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de solution pour que ça s'arrange. Oui, alors moi ce que je voudrais vous proposer, Alexandra, c'est d'aller, vous faites 2-3 séances, mais c'est vraiment rien, de thérapie comportementale avec un pédopsychiatre. Vous y allez toutes les deux ou tous les trois avec le papa, et vous faites 2-3 séances pour que le thérapeute entende votre petite fille et puisse faire la transmission et puisse, voyez, pouvoir faire la traduction simultanée entre votre petite fille et vous, parce que manifestement il y a un malentendu. Voilà, il y a quelque chose. Elle vous entend pas et vous ne l'entendez pas. Et donc chacune a quelque chose à dire à l'autre. Vous, parce que ça vous va pas du tout qu'elle crie tout le temps et ça vous épuise et c'est normal. Et elle, parce que la maman qui surréagit, il y a un truc qui va pas puisqu'elle crie. Donc essayez juste de comprendre et ne vous jugez surtout pas, parce que ce serait pas utile pour vous. C'est intéressant. Vous aurez peut-être d'autres enfants, vous allez apprendre des choses et petit à petit vous allez évoluer.
Vous croyez qu'en parlant avec elle, je n'y arriverai pas? Non, parce que c'est un problème entre vous deux. Donc vous êtes en partie, vous n'êtes pas la solution au problème, vous êtes le problème vous-même, avec elle. Mais avec son père, elle crie aussi. Oui, les parents, le mode d'éducation. Elle cherche à vous dire quelque chose. Mais encore une fois, je prends plein de précautions pour vous parler. Je sais à quel point c'est délicat ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on est hypersensible. Non. D'accord. Vous voyez, quelqu'un de... Oui, vous regardez un pédopsychiatre près de chez vous. Il y a René qui dit, oui, évitez les punitions. Elle n'est pas en capacité de leur donner le sens que vous leur attribuez. Effectivement. Oui. Vous n'avez pas, il est là le malentendu. Vous donnez une punition en pensant qu'elle va retenir la leçon que vous lui donnez. Elle n'a pas compris. Du coup, elle crie 2 fois plus. Alors peut-être un auditeur dit, peut-être vous pourriez l'inscrire 1 fois par semaine dans une garderie avec des jeux, du personnel, et peut-être que vous auriez du coup, en ayant un lien avec le personnel éducatif qui sont très bien formés à la psychologie de l'enfant, ils pourraient vous donner des conseils, à vous porter un autre regard sur votre petite fille. Ça pourrait beaucoup vous aider. Ça peut être aussi une voie. Vous voyez, déjà, ou dans un premier temps, discuter avec décrire son comportement et voir si eux observent la même chose et comprendre ce qui se passe. La seule chose à retenir, Alexandra, de notre échange, c'est pas de vous dire, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, c'est, tiens, il y a quelque chose que j'ai pas capté, je vais essayer d'ouvrir mes antennes et de voir, soyez créative, voyez, soyez inventive avec tout l'amour que vous avez pour elle. D'accord. Et peut-être écouter votre maman, parce que si votre maman vous dit que vous la punissez trop, c'est peut-être à entendre, la grand-mère, je sais pas. Oui, j'écoute. Peut-être. Ouais. Merci beaucoup. Bon courage, Alexandra, bon courage, bonne nuit à vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez nous appeler à tout moment à ce numéro magique, on va le dire, 39 21, pour nous parler de vous, de ce qui vous anime en ce moment. Ici, nous apprenons à cultiver une curiosité bienveillante envers nos pensées et en parlant, nous racontant, on découvre nos propres pièges, on démêle les fils de nos pelotes mentales. Nous sommes là pour parler ensemble de votre vie, pour partager votre histoire avec les auditeurs dans la douceur de la nuit. Au 39 21, nous nous écoutons et nous nous entendons. Nous nous répondons aussi à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Julien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La libre antenne est à vous et c'est vous qui faites cette belle émission. Ne l'oubliez pas. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bienvenue. Sophie. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, et vous? Très bien. Ça va. J'avais quelques questions ce soir, Oui. comme je vous avais un peu indiqué sur... Vous m'avez envoyé un message en privé sur Facebook, effectivement. Voilà, Oui. tout à fait. J'ai constaté depuis quelques années, et bon, ça me chiffonne pas tous les jours, mais ça m'arrive, que j'avais beaucoup changé, c'est-à-dire que, comme je vous disais, j'étais devenue, à la limite, je n'ai pas trop de réaction face à certains événements quotidiens, même quand ils sont plus ou moins banals. Donc je suis toujours très calme, très... je vais vous donner un exemple. J'ai passé un séjour avec une amie de quelques jours et quand on est revenu, tout s'était bien passé et elle m'a dit avant son départ, je t'ai trouvé... elle
cherchais le mot, et du coup, je lui ai dit contemplatif. Elle m'a dit non, expectatif. Voilà. En gros, elle me disait, c'est comme si je subissais les choses et ne les vivais pas. Ah, elle vous trouvait donc pas là. Voilà, tout à fait. Un peu exactement. absente, un peu absente. Absolument. Absente de vous-même, en fait. Sans... Oui, et c'est l'impression que j'ai. C'est pas tout à fait cette impression que j'ai. C'est les autres qui l'ont, donc qui me la renvoient. Parce que moi, j'ai l'impression de vivre les choses beaucoup plus sereinement et calmement ces temps-ci, depuis pas mal d'années quand même, 9 ans à peu près. Et par contre, ce que me renvoient mes amis ou mes collègues, c'est que je suis indifférente, absente. Mais ce sont des gens qui vous connaissaient bien depuis longtemps. Tout à fait. Oui. Et vous dites que quelque chose a changé. Oui, en fait, oui. Alors, comme je disais à Quentin tout à l'heure, c'est que je prends un traitement depuis 9 ans. Ah. Voilà, on m'a diagnostiqué une bipolarité. Et bon, quand j'ai vu la psychiatre à l'époque, j'avais une dépression. Et au fil des années, elle m'a dit non, c'est une bipolarité parce qu'il y a 2 périodes différentes. Bon, bref, j'ai pris le traitement et il est vrai que mon tempérament a changé. Alors parfois, je me pose des questions personnellement, en me disant, est-ce que c'est le traitement qui inhibe toutes ces émotions qui étaient déferlantes à l'époque, parce que bon, j'étais quelqu'un de très animé, de très, entre guillemets, excité. J'ai plus toutes ces réactions où je me dis, est-ce que je me suis assagie avec l'âge, je ne sais pas. Alors déjà, c'est le traitement. Le traitement a modifié l'équilibre, en fait, il a lissé des choses qui avant étaient très hautes, très basses, et donc il vous a remis dans un certain équilibre. Donc forcément, comme pour vous, ça a apporté un vrai changement dans votre vie, dans vos humeurs, dans votre météo très changeante quand on est bipolaire. Du coup, vous avez le sentiment que les choses sont très différentes et pour cause, elles le sont. Et pareil peut-être pour vos amis qui vous connaissaient de longue date, donc avant le traitement, qui voient quelque chose et qui, elles, à l'inverse de vous, parce que vous dites, moi j'y trouve plutôt un confort de vie. Absolument. Voilà. Mais vos amies, elles, sont un peu déboussolées. Parce que vous savez, quand on connaît quelqu'un depuis longtemps, on s'habitue, puis on aime bien connaître ça. On a des repères, une espèce de forme d'habitude de l'autre. L'autre nous est habituel. Et là, vous êtes différente et eux sont peut-être un peu déstabilisés. Alors, mettre peut-être des mots maladroits, ce qui ne correspond pas à ce que vous ressentez. Elle vous a trouvé absente, c'est-à-dire en fait moins présente qu'avant, mais peut-être pas si absente que ça. Et vous pouvez peut-être si c'est une très bonne amie, peut-être qu'elle sait que vous avez un traitement. Oui, elle le sait, oui, absolument. D'accord. Donc vous lui avez dit, ça a changé mon traitement. Non, je lui ai pas dit. En fait, la plupart du temps, je ne réagis pas quand on me fait des observations. Je ne réagis pas parce que il faut dire que je suis pas vraiment dans la réaction parce que j'évite tout conflit. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. Alors sans que ce soit du tout une tension ou un conflit, parce que là, vous voyez, c'est pas très juste pour vous ce qu'on vous renvoie. C'est-à-dire, ça peut même être un peu blessant de dire, c'est un peu douloureux, quoi. C'est pas grave de s'entendre dire par une amie, je t'ai pas trouvé très là pendant le séjour. Vous pouvez gentiment lui dire, mais moi, tu sais, je me sens bien et beaucoup mieux dans ma peau qu'avant, sans épiloguer sur vos traitements. Mais moi, je me sens bien et je suis désolée si je t'ai donné ce sentiment-là, parce que moi, j'étais très heureuse d'être avec toi. Vous voyez, ça va dégonfler complètement tout de suite ce qu'elle va dire. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être un peu une petite pique, quoi. Ça fait un peu mal, c'est pas très agréable quand même. Avec bienveillance et sourire, de dire, écoute, je suis désolée si je t'ai donné ce sentiment-là, parce que moi, vraiment, franchement, j'étais très heureuse de passer ces jours avec toi, et je me sens bien dans quelque chose qui est pour moi beaucoup plus calme, qui me correspond mieux à l'intérieur. Et je me sens mieux en moi-même. Donc, je suis désolée de constater que c'est comme ça que tu
l'as pris. Peut-être que du coup, elle va se réapproprier son interprétation et l'enlever du coup. C'est une façon de lui rendre très gentiment, avec beaucoup de douceur, ce qu'elle a interprété, mais qui n'est pas vous. Vous rétablissez dans l'ordre de la relation quelque chose qui vous appartient et qui est juste pour vous, qui est clair. Sinon, elle vous plaque un truc et vous dites « Ah bah non, c'est pas ça, mais j'ose pas lui dire, sinon on va se disputer. » Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui m'a vraiment retenu. Ça m'a profondément blessée. Oui, et je fait comprends. mal parce que Je comprends. vraiment partagé le séjour avec oui, beaucoup oui, ça sonne pas juste. Oui, et c'est important ce que vous venez de dire. Oui. Vous voyez, j'ai partagé le séjour avec beaucoup d'amitié, d'amour. Rien que la très belle phrase que vous venez de me dire, vous pouvez lui dire, je suis un peu déboussolée, pas dire je suis blessée, mais dire, je suis très étonnée ou je sais pas quoi faire de ce que tu me dis parce que voilà, moi, comment j'ai ressenti le séjour. Et là, vous allez lui faire partager quelque chose de beau et de profond et qui va la toucher si c'est une amie. Et elle va se dire, ah zut, en fait, je me suis trompée alors. Mais sans lui dire qu'elle s'est trompée. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que le fait d'être en retrait en permanence comme ça, dans ma vie de tous les jours, face aux collègues, aux amis, etc., et qui me dérange absolument pas parce que je suis là, je partage, mais dans le calme, je ne suis plus dans, on va dire... l'excitation, oui. L'excitation, la cohue... Peut-être qu'il vous aimait bien comme ça et que du coup vous les déboussolez. Il y a René qui demande si vous ressentez les émotions. Absolument, tout à fait. Oui, mais elle ne me chiffonne plus comme fut un Voilà, temps. ça vous atteint plus, ça vous blesse plus comme avant. Je les remets exactement à leur place. Il y a moins d'hypersensibilité en fait. Voilà, avant j'étais hyper sensible et à fleur de peau. Et aujourd'hui, j'estime simplement que j'accorde de l'importance à ce qu'il y en a, et il y a tellement de futilité aussi que je mets à leur juste place. Oui, c'est vrai. Et je me dis, il y a des choses beaucoup plus graves, mais je me le dis à moi-même. Je ne blesse personne, j'essaie de ne pas m'opposer aux avis, j'écoute, même quand je ne suis pas forcément d'accord. Mais vous pouvez le dire que vous n'êtes pas d'accord, Nadia? Surtout quand ça vous concerne. Oui, je n'arrive pas. Et oui. Alors, faites des petites expériences avec des gens avec lesquels vous vous sentez en sécurité, mais c'est important de montrer qui vous êtes devenu. Parce que, en fait, ce que je comprends, c'est que vous êtes devenu beaucoup plus vous, finalement, beaucoup plus authentique, moins dans l'agitation, parce que moins dans l'anxiété, moins dans toutes ces émotions qui vous ça faisait du parasitage, en fait, à l'intérieur. Oui. Mais alors, du coup, ils vous connaissent pas parce que vous ne savez plus comment partager ça, et vous pouvez prendre des petits risques, mais au début faire des petites expériences de partager et qui puissent faire votre connaissance, connaître Nadia un peu plus telle qu'en elle-même de l'intérieur, et dire par exemple là-dessus, tiens, moi je vois pas les choses comme ça si vous n'êtes pas d'accord, parce que vos collègues là, ou donc indépendamment des amis, vous dites qu'il y a quand même pas mal de monde qui me renvoie ça. Oui, tout à fait. Vous pensez que ça les dérange, vous croyez que ça leur fait quoi? Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'ils vous disent? Pas tous, mais certains, ceux dont je suis très proche, les plus proches, reproche ce manque de cette inertie, ce manque de réaction. Je les écoute, je suis toujours à l'écoute tout le temps, mais je ne réagis pas violemment comme on peut le faire aujourd'hui souvent dans la vie de tous les jours. J'écoute et je dis oui, je comprends. Bon, j'ai pas beaucoup de réponses à donner parce que c'est souvent des choses auxquelles que je ne peux pas résoudre. Ah oui, ça appartient à la personne. Elle témoigne de quelque chose qu'elle vit mal ou ça lui va pas, et vous dites je peux rien en faire, donc je ne dis rien. Absolument. D'accord. Et la personne se dit je l'intéresse pas alors. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je pourrais pas m'étaler sur mes propres expériences parce que j'ai parfois envie de dire je suis passée par là, mais je me dis ça se dit pas parce que ça voudrait dire que
j'ai plus d'expérience et toi aussi, tu vas passer par une autre étape. Mais je m'abstiens parce que Quel dommage. Je me dis, elle fera son expérience et elle lui fera ce qu'elle aura à Ah, vivre. bah oui, mais alors vous privez, Nadia, l'autre du lien. C'est pas une histoire de donner des leçons. On est tous sur notre chemin. Imaginez on est tous en train de marcher, puis on marche pas ni à la même vitesse, ni au même endroit, ni par moment on est côte à côte, par moment il y en a devant, par moment il y en a derrière. Voilà, c'est une longue marche. Et dans cette longue marche, quelqu'un qui dit attention, tu vas passer par là, il fait gaffe parce qu'il y a 3 cailloux, vous voyez, comme en montagne. Vous savez où on met des petits galets aussi, des cairns, hein, on met ça en Corse ou dans les chemins en Bretagne. Voilà, pour pas se perdre, c'est des 3 petits cailloux qu'on empile pour signifier quelque chose. Tiens, t'es sur la bonne route. Bon, c'est un peu le même principe. C'est pas donner des leçons ou dire, c'est dire moi ça me touche que tu me racontes ça ou que tu me partages ça parce que figure-toi, moi aussi. Et puis aujourd'hui, les choses sont un peu différentes pour moi. Peut-être que la personne va se dire c'est super. Ça veut dire que moi un jour aussi, je pourrais passer par ce chemin-là. Oui, malheureusement, comme mon chemin a été plus ou moins tortueux et qu'il a fallu que je passe par de la chimie pour calmer tout ça. Oui. Donc, je me dis, je suis pas un exemple. Ah, si, vous êtes un exemple parce que Nadia, vous avez et vous n'y pouvez rien. Vous avez cette maladie psychique et aujourd'hui, quand on trouve un traitement sur la bipolarité qui stabilise bien. Justement, on est dans un fonctionnement beaucoup plus agréable pour soi et pour les autres. Oui. Et on peut avoir une vie sociale, des amis, il faut avoir une vie complètement, j'allais dire, normale. Et oui, on a besoin d'une aide, mais j'ai envie de vous dire, quand on a un problème de thyroïde, on a des endocriniens. Quand on a un problème, j'en sais rien, de sang, je sais pas ce qui me vient à l'esprit, on a des médicaments pour fluidifier, chacun a dans son corps, dans son psychisme, des petits réglages. Et il y a besoin d'une aide, quelquefois thérapeutique, à base de médicaments pour stabiliser quelque chose qui fonctionne pas complètement. Et tant mieux, ces médicaments sont là pour ça. Donc ça fait pas de vous quelqu'un qui n'a pas appris, parce que au contraire, moi j'entends que vous raisonnez, et puis surtout vous en parlez bien, vous vous êtes interrogé. J'imagine que vous faites aussi une thérapie à côté, vous faites un travail sur vous. Mais oui, souvent. Oui, ça s'entend d'ailleurs, Nadia. Donc, vous avez quelque chose vous avez beaucoup à apporter aux autres, parce que c'est pas parce que vous prenez des médicaments pour vous stabiliser que vous ne comprenez rien de la vie, bien au contraire. Oui, hein? Je sais bien. Mais quelque part, la plupart du temps, je me dis, je n'ai plus rien à prouver. Non, mais c'est pas prouvé, c'est partagé, c'est pas au même endroit. Oui. Vous voyez, c'est pas je vais lui prouver que moi je sais, c'est j'ai envie de partage. Mais alors du coup, la question que j'ai envie de vous poser, Nadia, c'est vous vous sentez, le mot qui me vient, un peu honteuse d'avoir ce traitement? Non, pas du tout, j'en parle librement. D'accord. Mais absolument pas. Moi, ça m'a apporté de la calmie, de la sérénité, je dirais, parce que ça s'approche, mais c'est peut-être que moi qui pense ça, de la sagesse, mais c'est quelque chose vers laquelle je pensais depuis longtemps, mais je n'avais pas trouvé le moyen. Oui. Et c'est ce à quoi j'aspirais. Et aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment très sereine, très bien dans ma peau, mais peut-être que je n'ai pas encore trouvé le moyen de communiquer véritablement avec l'autre. Parce que c'est un apprentissage. Parce que, en fait, parce que René, Monica, il y a pas mal d'auditeurs qui se demandent si justement vous êtes abruti ou apathique avec le traitement. Mais c'est pas ce que j'entends, hein. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Et je voulais le vérifier. Oui. Non, pas du tout. En revanche, je vous rejoins quand vous me parlez de sagesse. Et effectivement, on voit ça, tout à fait, dans la clinique, sur des patients bipolaires, avec des traitements justement qui leur correspondent bien, des individus qui acquièrent effectivement la sagesse, c'est le mot, un recul, mais un recul, profond, sur les êtres et les choses, en remettant les choses qui comptent à leur vraie place, avec beaucoup de philosophie de la vie. Et ça se voit, ça, surtout, alors en combinant bien sûr, vous disiez avec l'âge, mais et ça fait de vous
quelqu'un qui peut être très secourable et très juste et un repère un peu dans la tempête pour d'autres, parce que on est nombreux aujourd'hui, certains d'entre nous, à traverser des tempêtes émotionnelles. Et quelqu'un comme vous peut être très solide pour ça auprès d'autres. Mais aussi bizarre que ça puisse vous paraître, vous qui venez de loin, mais c'est parce que vous venez de loin. Oui. Vous savez l'image qui me vient parce que souvent je vois des images quand je vous parle à la radio, comme je vous ai pas en face de moi. Ça m'arrive souvent quand comme ça j'interviens avec vous, avec un auditeur, une auditrice d'une image. Et l'image qui s'impose à moi, c'est le phare de la Jument en Bretagne. Vous voyez ces grands phares bretons qui sont balayés par les vagues et les vents et les intempéries et qui tiennent comme ça fièrement et puis après la mer se recalme. Voilà. Et ben c'est un peu ça. Je vous vois comme ça, moi. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'étais quelqu'un d'excité, comme beaucoup le sont aujourd'hui. Ouais. Mais c'est une étape qui est passée et aujourd'hui je suis un peu dans le recul, on va dire. Mais c'est aussi une phase de l'âge qui fait ça, plus le traitement, j'imagine, plus mon vécu, plus. Mais je pense que ce qu'il faudrait que je travaille, c'est mon face-à-face avec les autres, qui soit un peu plus humain peut-être. Oui, parce que ça, vous l'avez pas appris du fait. Effectivement, et vous avez raison de vous en rendre compte de la pathologie. Ça a été, ça aussi, pas bien dans l'axe. Voilà. Oui. Et du coup, ça vous fait tout bizarre. C'est comme vous vous retrouvez vous dans quelque chose d'un peu différent. C'est exactement ça. Voilà. Je me retrouve pas dans les autres, bien souvent. Mais parce que comme vous avez traversé votre étrangeté, vous devenez une autre d'une certaine manière, mais qui est bien vous, parce que vous stabilisez. Et cet être-là est tellement neuf et nouveau que vous n'en connaissez peut-être pas encore, j'allais dire, tous les modes d'emploi, notamment celui de la relation. Et que ça doit vous faire peur un peu. Oui, tout à fait. Oui. Surtout qu'il y a la mémoire d'avant. Il y a la mémoire d'avant. Voilà, donc les liens, je les garde. Mais il est vrai que ce sont plus les liens que j'avais parce que je suis plus la même personne. Et moi-même, je m'interroge parce que je culpabilise bien souvent. De quoi? En me disant, se calme face à ces réactions parce que franchement, nous vivons dans un monde très agité et moi qui suis toujours très, très, très calme, ça doit abasourdir les gens face à moi. Et on me fait des réflexions assez régulièrement. Mais j'en prête. Mais ça vous fait, c'est blessant parce que ça vous met à un endroit comme une absence de réaction, donc une absence d'intérêt pour l'autre, ce qui n'est pas vrai vous concernant. Et ça, c'est pas juste. Donc, il va vous falloir, Nadia, trouver le moyen, petit à petit, de tester, garder à l'esprit comment je peux témoigner à l'autre mon intérêt autrement. Que par le fait de dire ce qu'il faut faire parce que ça j'ai pas envie, j'ai pas envie de donner de leçons, j'ai pas non plus envie de trop me dévoiler parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Donc qu'est-ce que je vais trouver en moi-même de ressources pour dire à l'autre tu es important, ce que tu me dis là m'intéresse, tu comptes pour moi, je passe un très bon séjour avec toi et j'en suis ravie. Vous voyez, de témoigner parce que du coup vous n'allez pas, je pense par peur, par peur. Oui, absolument, absolument, tout à fait, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose à apprendre. Donc, vous voyez, il y a encore des étapes dans la sagesse. Oui. Parce que pour l'instant, le phare est un peu tout seul en pleine mer. Il s'ennuie un peu. J'ai encore du temps devant moi pour apprendre. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Bonne route à vous, Nadia. Encore. Merci de nous avoir appelés. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sophie. Bienvenue. C'est la première fois que je vous appelle. Oui. Je vous appelle de l'Ariège. Ah.
Jolie beau région. département. Oui. C'est un des plus beaux départements de France. Ah, je sais pas, parce que là. Je suis un peu chauvin, hein. Oui, vous avez raison, mais à chaque fois qu'on est dans un département, on dit c'est le plus beau, parce que c'est vrai qu'on est dans un très, très, très beau pays. Voilà. Ouais. Bon, alors je vous appelle. De toute façon, déjà, un amical bonjour à votre équipe parce que vous êtes vraiment des gens formidables. Ouais, Alors, c'est retenez ma adorable. voix. Ah oui, Merci, c'est vrai. merci Hervé. C'est une radio que j'écoute depuis l'âge de 9 ans Oui. et j'ai 65 ans. Ouf, ah bah alors ça, je vais le dire en haut lieu, en haut lieu. Merci en tout cas de votre fidélité, Hervé. Une Oui. radio adorable, vraiment. Oh, bah alors. Les gens sont gentils. On est bien J'espère que la au direction standard. d'Europe 1 est en train de rentrer de dîner et vous entend, Hervé, parce que je crois que ça va leur faire leur nuit avec des rêves merveilleux. Je leur souhaite, parce que franchement, ça vient du fond du cœur. Eh ben, Voilà, c'est je adorable. suis sincère. Alors, mon histoire, c'est un peu brouillon parce que voilà. J'ai connu une dame, une charmante dame d'ailleurs, non, je dirais pas son prénom. Hein. Voilà. Sur un réseau de rencontres Oui. que je nommerai pas non plus. Mhm. On s'en fout. On s'en fout, exactement. Et donc, cette dame a quand même 19 ans de moins que moi. Oui. Elle a 46 Vous avez 55 ans, hein? Oui, d'accord. 65 ans. 65, oui. J'ai 65 ans Ouais. et elle a 46 ans. D'accord. Ça se passe très bien, si vous voulez, mais depuis pratiquement un an, puisque ça fera un an le 9 novembre qu'on se connaît, nous n'avons même pas passé un week-end ensemble encore. Que des journées, des petites journées, vous voyez. Elle arrive par exemple le matin à 10h15, elle repart l'après-midi à 15h15. Bah, environ. elle habite loin? Non, justement. Ah oui? Non, on est séparés par 70 km. En plus de ça, cette dame-là conduit. Elle a le permis de conduire, mais elle utilise le transport en commun. Donc, elle prend le train, bon, ça je peux le dire, à Saint-Gaudens, pour descendre à Toulouse, et de Toulouse pour venir chez moi, dans mon village. Donc, elle fait plus de 150 km environ, et ça lui fait, en tout, en comptant l'aller et le retour, 4 heures de trajet. Ben oui, c'est beaucoup plus loin. Alors c'est vrai que maintenant ça me fatigue un peu parce que, bon, on se voit régulièrement, si vous voulez, Sophie. Hein. Toutes les semaines, vous voyez? Oui, 2-3 fois par semaine. Mais elle reste pas dormir. Depuis un an, vous n'avez pas de relation intime, mais vous flirtez? Si, alors Si? c'est-à-dire... Oui. Bon, on va rentrer Oui, dans je vous les pose détails, toutes les si vous questions, voulez. mais je suis curieuse. Hein. Oui. Mais vous avez raison, comme toutes les femmes. Oui, comme toutes les femmes. Alors le matin, elle Et arrive... les psys en plus, alors, vous vous rendez compte? Ouais. Non, mais c'est super. Alors le matin, elle arrive, vers 10h15, 10h20. Elle a son petit café prêt, la tasse sur la table et tout. Voilà, elle boit son petit café. Après, on se boit un petit apéritif, tranquille. Et voilà. Puis on mange. Je prépare à manger parce que moi, j'adore cuisiner en plus. Elle apprécie. Super. Ah bah oui. Et elle me dit, t'es bon à marier. Bon, à savoir que j'ai pas envie de me remarier. Je l'ai été, c'est bon. Une fois, Ça c'était va. bien. J'ai goûté à ça. Une fois, c'était bien. Ouais, c'était bien. Enfin, c'était pas trop mal, on va dire. Donc, après, une fois qu'on a fini de manger, eh ben, on passe, vous voyez, à la chambre, hein, on va au lit, on fait l'amour, Oui. et puis on fait la sieste arc-en-ciel. Ça s'appelle une sieste crapuleuse, Hervé. Oui, mais la hein sieste... Non. J'ai pas pu Moi, m'en je dis, empêcher. on fait l'amour, Oui, vous et avez puis on raison. fait la sieste arc-en-ciel. Ben C'est-à-dire voilà. qu'on s'endort la main dans la main, Oui. jusqu'à 14h45 environ. Voilà. Oui. Puis on se rhabille, et puis ben, voilà, elle repart tranquille, voilà. Et elle me dit qu'elle m'aime très très fort, mais moi, ce que je suis pas trop exigeant, je pense pas que je sois un emmerdeur. Je lui ai proposé qu'on puisse se voir au moins, passer 2 week-ends ensemble Bah dans oui. le mois. Oui, une petite soirée, puis on peut aller se balader, faire des trucs, parce que du coup, bah vous... Voilà, on ne fait rien. Mais On oui. fait que ça. On fait pas de la marche, alors que moi qui adore marcher et tout. Ah oui. Alors pourquoi? Alors, quand vous l'avez proposé, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle me dit, écoute, il faut que j'en parle à mes enfants. À savoir qu'elle a 4 enfants. Oui, mais elle vit plus avec.
Ah, si, à 46, si, oui. Elle en a un qui a le jeune homme qui a 14 ans. Après, elle a 3 filles, 20 ans, 23 et 25 ans. Et qui vivent encore avec elle? Non, pas du tout. Non, juste le dernier. Alors, je lui ai dit, mais tu pourrais t'organiser par rapport à ton gamin, à ce qu'il ne soit pas seul le week-end. Oui, il va pas dormir chez son papa un week-end sur deux? Non, le gamin n'a plus de rapport avec son papa. Bon. Voilà. Et il a des amis à cet âge-là, ce garçon? Mais bien sûr. Il peut y dormir chez un copain? C'est que, vous savez, à 14 ans, un gosse est turbulent, il n'a pas forcément... Bon, voilà. Non, mais il peut dormir chez un copain, chez des amis. Ouais, voilà, exactement. Alors, je sais pas, on va voir petit à petit. Alors, elle vous a dit, et quand vous insistez un peu, ça a l'air compliqué à cause de son fils, vous sentez? Elle veut cacher la relation, vous pensez peut-être à ses enfants? Je sais pas, parce que je vais peut-être vous faire rire. Elle m'a dit, quand je l'ai rencontrée le 9 novembre de l'année dernière, elle m'a dit, il faut laisser passer les 4 saisons. Moi, j'ai pensé aux 4 saisons de Vivaldi. Ah oui. Ah non, alors il fallait laisser passer les 4 saisons, pourquoi? Alors, écoutez, moi, le 9 novembre, je vais lui dire, ça y est. Ça y est, on a passé les 4 saisons, maintenant on fait quoi? Ouais. Est-ce que parce que elle a des amis? Ah oui. Oui. Vous l'aimez beaucoup, vous êtes attaché à elle? Vous entendez bien? J'ai beaucoup d'estime pour elle, je l'aime, mais je ne suis pas amoureux. Parce que l'amour, pour moi, je ne sais plus ce que c'est. Ouais. C'est quoi l'amour? Moi, je crois que l'amour passion, au début, tout nouveau, tout beau, voilà. C'est la folie, c'est ça, les grandeurs. Mais après, je pense que c'est plus pareil. Ça s'émousse, Au fil des années, voilà. Quand vous avez 20 ans de couple, personne ne me fera croire qu'au bout de 20 ans de couple, vous aimez comme le premier jour. Voilà. En même temps, ça fait un an que vous êtes ensemble et que manifestement vous avez fait une belle rencontre. Donc si vous décidez d'arrêter, vous allez, j'allais dire rebelote, site de rencontre, voilà, et vous êtes bien ensemble. Comme dit René, elle voyage 4 heures pour vous voir, et bien gardez-la. C'est vrai, non mais ce que me disait Corentin, il m'a dit, elle a quand même des sentiments pour vous, cette dame. Oui, bien sûr. Oui. Ça, je suis convaincue. En fait, vous êtes un peu... Je ne connais pas du tout sa famille. Je n'ai jamais... Oui, c'est ça. C'est très étrange. Elle ne m'a jamais proposé. Tiens, Hervé, je viendrai te chercher. Tu viendras passer quelques jours à la maison. En fait, moi, j'ai l'impression, Hervé, ça me donne l'impression qu'elle a envie... C'est peut-être une femme un peu comme ça. Elle a envie de contrôler, un peu contrôlante. C'est-à-dire que ce qui lui va bien, c'est qu'elle contrôle son temps, le jour où elle vient, qu'elle n'a pas bougé, désorganisé sa vie. Donc c'est un peu comme si elle avait visité une amie pour la journée. Elle a toujours été ponctuelle parce que chaque fois qu'elle m'a dit je viendrai, elle est toujours venue. Ah donc elle est fiable. Vous pouvez compter sur elle. Ouais. Absolument. Elle est jeune, elle a 46. Elle est divorcée donc depuis peu. Ouais. En plus de ça, vous savez, moi étant non-voyant, je suis très sensible aux voix. Oui. Elle a une voix très sensuelle. Comme la vôtre d'ailleurs, parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup vos émissions et vous êtes vraiment une femme talentueuse et j'apprécie vos émissions. C'est gentil, Hervé. Ah oui. Et une qui était auparavant cet été, qui vous remplaçait, je crois, c'était Catherine Blanc, oui. Formidable. Oui, formidable. Ah ouais. Et Hervé, je repense justement à votre amie. Est-ce que finalement, vous pourriez peut-être parler avec elle de quel est son besoin dans la relation, de quoi elle a envie, pas lui dire tiens c'est quand même bizarre que t'aies pas envie d'être promenée ou et je sais pas de quelle façon vous en parlez, mais quels sont ses besoins, de quoi elle a réellement envie, à quoi, parce que ça fait quand même 1 an quand vous parlez de cette relation, à quoi correspond cette relation pour elle dans sa vie? Alors écoutez, c'est vrai qu'elle est très discrète, qu'elle est mystérieuse, je dirais, parce qu'on parle très peu de musique, alors que moi je suis très musique. Oui. Parce que je suis un peu musicien, si vous voulez, dans la mesure où je joue de l'harmonica, voilà. Et on parle très 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 rarement de musique. Après, moi j'adore les vide-greniers, le théâtre, elle aime pas trop le théâtre, elle m'a dit. Elle préfère le cinéma. Bon, mais ça, vous savez, il y a même dans une vie de couple,
on peut forcément, je dis qu'il faut un espace de liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais on peut avoir des goûts individuellement, quoi, partager des... voilà, chacun son plaisir le prend ou... Bien sûr. Voilà. Oui. Je sais pas comment vous dire. Bon, elle me dit qu'elle aime marcher, mais on ne va jamais marcher, évidemment, pour le peu de temps que nous avons, que nous passons ensemble. Il est évident qu'on ne peut pas faire grand-chose, si vous voulez. Bien sûr, mais ça, vous lui en avez parlé? Oui, mais bien sûr. Et à chaque fois, sa réponse, c'est quoi? Écoutez, elle m'a dit, j'en parlerai à mes enfants par rapport à son fils, celui de 14 ans. Donc à chaque fois, c'est le même argument? Voilà. Depuis un an? Ça ne change pas. Oui, mais alors, je n'ai pas tout à fait répondu. Oui, ça n'évolue pas, en fait. Parce que, voilà, moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'imposant. Je ne lui impose rien. Je ne veux pas lui mettre le stress, là, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, elle ne connaît pas ma famille, je ne connais pas la sienne. Je lui ai proposé de faire connaissance avec mes parents, tout ça, parce que mes parents sont au courant que j'ai cette relation avec cette jeune dame, mais ils ne la connaissent pas. Alors elle m'a dit, eh bien écoute, oui, pourquoi pas, mais ça ne presse pas. Oui, alors, et de quelle façon, quand vous parlez ensemble de votre relation, vous en parlez de quelle façon? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous, sur ce que vous vivez? Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Elle parle peu ou? Mais vous savez, le problème, c'est que il est très difficile, je me rends compte, pardon, de rentrer dans les profondeurs des Bien sûr. Non, mais sans rentrer dans les profondeurs, qu'est-ce que vous échangez? Est-ce que vous parlez de ce que vous vivez ensemble? Oui, mais elle me parle beaucoup de son passé, voilà. Et elle n'arrête pas de me parler de son passé, de son passé. De son passé avec son ex-mari? Oh là là, ça va au-delà de ça. De ses relations qu'elle a eues. Elle m'a dit, tu sais, moi je ne suis pas restée une femme longtemps sans rapport sexuel. J'ai eu des aventures, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Bon, je me demande si je ne suis pas une roue de secours quelque part. Oui, c'est ce que du coup, effectivement, je suis en train de me poser la même question que vous. Alors, il y a Cathy qui dit en même temps, si vous ne croyez pas à l'amour, elle doit le sentir et elle a peut-être à son âge besoin d'un amour plus fort. Non. En plus de ça, c'est que moi qui ai eu, je ne me cache pas de vous dire que j'ai eu beaucoup d'aventures. Hein. J'ai eu plusieurs histoires d'amour, j'étais mariée. Ensuite, j'ai vécu 14 ans en concubinage. Je me suis séparée de mon ex-concubine en 93. Et après, j'ai beaucoup galéré, donc j'ai eu beaucoup d'aventures. Mais c'est pas une femme très préliminaire. Alors que moi, je suis un homme plutôt très sentimental, très romantique, très préliminaire, alors qu'elle ne l'est pas. Ouais, alors il y a Monica qui s'interroge. Elle dit, votre amie passe 3-4 jours par semaine chez vous. Elle travaille pas. De quoi vit-elle? Vous êtes sûr? Elle travaille. Mais elle travaille en intérim. Ouais. Vous êtes sûr qu'elle est divorcée, demande Monica? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, je suis convaincue. Oui, c'est vrai que on sent dans ce qu'elle vous a confié, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a besoin de vous voir, elle a une vie donc assez remplie. Hein, parce qu'elle me dit que chaque fois, même au téléphone, quand on communique par téléphone, qu'elle m'aime très très fort, voilà quoi. Je t'aime très très fort, voilà. Ah oui, vous en êtes quand même aux déclarations, hein. Donc en fait, elle a peut-être une vie très chronométrée de femme de 46 ans avec un enfant, un travail, un amant pour lequel elle fait 4 heures de route. Mais il y a quand même des éléments qui étonnent dans votre histoire, Hervé, parce que elle conduit, or elle vient en train, ce qui est galère, les trains régionaux en France, les TER. Et je partage au niveau des frais. Hein. Ça me fait chaque fois 30 € que je lui donne. Parce qu'elle vous demande de régler la première fois, il y a eu un malentendu entre nous. Elle croyait que je ne voulais pas participer aux frais. Donc, elle était restée silencieuse. C'est moi qui l'ai rappelé. Que je lui ai dit si c'était pas une girouette, comme j'ai eu des occasions comme ça, des femmes qui m'ont trahi. Et elle m'a dit, sache que je ne suis pas une girouette. Mais je lui ai dit, mais tu sais que je t'ai proposé de participer aux frais. Bon, elle m'avait demandé de participer aux frais de 25 €. Moi, vous voyez, comme je suis un garçon peut-être un petit peu trop généreux parfois, parce que je me suis fait avoir là-dessus aussi, je lui ai dit, je te donnerai 30 €. Et c'est ce que je lui donne chaque fois qu'elle vient.
Ouais. Alors que j'ai quand même un gros crédit sur le dos. Bon, la maison, ça va. Je suis propriétaire de ma maison. J'ai plus de crédit sur la maison. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe dans votre histoire, Hervé. C'est qu'on a l'impression qu'elle consomme la relation. Oui. Et je crois que c'est ça qui vous fait de la peine. En fait, c'est pas tant que vous n'êtes pas très amoureux d'elle, c'est que vous n'avez pas envie de souffrir. Bien sûr. Et que vous n'avez pas envie de trop vous attacher, parce que vous dites cette femme-là, elle me propose finalement rien dans le contenu de la relation. Vous voyez, il y a des auditeurs qui réagissent. Savez-vous, Sophie, que même quand elle part, j'ai pas le cœur gros, quoi. Oui, mais parce qu'elle donne rien. Voilà. En fait, exactement. et même vous payez une partie du trajet. Elle donne rien d'elle. Elle donne rien, voilà. Elle donne rien, elle vient prendre un bon moment avec vous. Moi, je rejoins tout à fait. Que sexuellement, parce que là-dessus, bon, voilà. Elle aime ça, mais bon, moi, je dis qu'il n'y a pas que ça. Moi, je suis très préliminaire. J'aime les câlins, les bisous, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Alors justement, moi, je rejoins le message de Valérie qui dit cette femme aime faire l'amour avec vous et c'est tout. Elle prend le train, ça lui change les idées. Vous devez bien assurer pour elle. C'est pas mal, j'aime bien le message. La consommation sans projet, trop cool, dit un autre auditeur. Ouais. Et René qui dit oui, elle a besoin de rentrer chez elle, le couple, oui, mais dehors, pas sous le même toit. On sent qu'il y a quelque chose qui vous frustre, et à juste titre, parce que quand il n'y a pas comme ça, elle vient prendre son repas, passer un moment dans vos bras, faire l'amour avec vous, et elle repart. Chaque fois, elle me dit, t'es bon à marier. Ouais, ben voilà, donc tout ça est très normé et très presque robotisé, c'est-à-dire que le lien n'a pas le temps de se créer. Ça m'étonne pas que vous tombiez pas fou amoureux parce qu'elle ne donne rien à aimer, alors rien, bien sûr son corps et un échange, mais vous savez la sexualité, bah oui, ça peut être quelque chose justement moi, je suis quelqu'un qui aime la qualité mais pas la quantité parce que la quantité ça veut rien dire pour moi. Alors est-ce que vous êtes en train de dire Hervé que finalement cette relation vous satisfait pas et que vous n'avez pas envie de continuer comme ça? Ça me fatigue. J'en ai marre. Je vais arrêter prochainement. Ouais. Oui, parce que vous vous y retrouvez pas. Non. Dans l'homme que vous êtes, hein. Quand je dis pourquoi pas, ça n'a rien à voir. J'allais dire rien à voir avec elle dans le sens. C'est pas un jugement sur elle, c'est que vous, ça c'est important dans une relation, c'est besoin. C'est que vous n'y retrouvez pas ce qui compte pour vous. Tout à fait, absolument. Hein? Parce que moi je donne beaucoup de moi-même. Mais oui, ça s'entend, ouais. Très attentif. Parce qu'elle apprécie ce que je fais, elle me dit « Ouais, t'es un garçon merveilleux, ceci, cela. » Bon, ben, oui, ok, mais bon, j'ai quand même des défauts, c'est sûr. Mais bon, en somme, elle ne m'apporte pas grand-chose, quoi. Elle me donne rien, quoi. Ouais. Oui, donc en fait, vous cherchiez là dans l'échange à clarifier ce que vous ressentez pour mieux prendre votre décision. Mais votre décision, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous l'avez déjà formulée pour vous-même. Ouais, tout à fait. Écoutez, si jamais il y a des auditrices ou même des auditeurs, moi j'accepte toute conversation, tout dialogue, qui veulent m'appeler, il n'y a pas de souci, Corentin, tout ça communiquera mon numéro de téléphone. Pour parler, voilà. Ouais, mais je pense que ce qui me semble important là dans votre témoignage, Hervé, c'est que vous vous sentiez respecté, et c'est pas complètement le cas. Et non. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous êtes un homme et que l'histoire que vous nous racontez là, une femme aurait pu raconter exactement la même. Ouais. Et là, on se serait offusqué en disant « Oh là là, l'homme abuse, etc. » Là, on hésite à le dire de la part d'une femme. C'est très intéressant, hein. Oui, notamment, voyez-vous, je lui ai fait le reproche, je lui ai dit « Tu sais, moi, je te trouve pas très câline, très affectueuse. » Elle m'a dit « Oui, c'est vrai. » Alors, je lui ai dit « Est-ce que les hommes précédemment que tu as eus dans ta vie étaient comme ça ?» Elle m'a pas répondu. Oui, donc il y a des éléments un peu mieux cachés, un peu mystérieux. Elle partage pas en plus. C'est toujours moi qui vais vers elle, qui lui fais un bisou. Ça peut être à table, un câlin, comme ça. Bon, voilà, quand je mets la table, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bon, mais c'est pas elle qui vient vers moi. Bah pour le câlin, non, c'est vous. Voilà. C'est vous aussi pour le câlin. Ouais, tout à fait. Mais c'est elle qui imprime le rythme qu'elle veut, elle, puisque vous dites elle n'est pas préliminaire, etc. Donc c'est quand même elle qui impose le programme, on va dire. Ouais,
En quelque sorte, on peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Bon, Oui. c'est vrai que c'est sa voix qui m'a attiré, déjà au téléphone. Oui, Parce que moi, je suis très sensible aux voix, comme je vous bien disais sûr. précédemment. Oui. Le toucher aussi, Elle a j'imagine. touché, oui, Bien également, sûr. bien sûr. Ouais. Voilà, ouais. Il ne faut pas oublier le toucher, ouais. Ben oui. Voilà. Elle a un joli corps, elle est bien faite, quoi. Voilà, quoi. Et comment le fait qu'elle ne soit pas non-voyante comme vous, hein, qu'elle voit et pas vous, vous en avez parlé de ça? Qu'est-ce que ça lui fait à elle? Est-ce que... Pas du tout, parce que, vous savez, moi, sur le réseau, quand j'allais sur le réseau, où je l'ai connu, je ne disais jamais que j'étais non-voyant. Je ne le disais qu'après, quand les gens m'appelaient, que je laissais des messages. Oui, mais maintenant que vous avez une relation ensemble, est-ce que vous en avez parlé? Ah oui, non, mais ça ne la gêne pas du tout. Elle m'a dit, j'ai pas l'impression de vivre avec quelqu'un de non-voyant. Parce que quand je lui ai dit que j'étais non-voyant, en direct au téléphone, elle m'a dit, alors, où est le problème? Elle me dit, tu sais, il y a des gens qui ont des yeux pour voir, mais ils ont de la merde dans les yeux. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Ouais, elle a son franc-parler. Elle a oui, pas tort. et elle a son franc-parler. Ouais. Elle a son franc-parler, Ah oui, cette femme. mais elle est adorable, elle est gentille comme tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est le reste. Après, Hervé, c'est quand pour prendre une décision, c'est important de créer l'équilibre entre ce qu'elle vous apporte quand même, parce qu'elle vous apporte quelque chose. Oui, c'est vrai. Et parce que si elle est plus là, de faire des câlins, faire l'amour ensemble, voilà. Donc, voyez, et quand même, vous cuisinez pour elle et ça vous êtes heureux parce que là, vous êtes à la retraite. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Donc, elle est une présence dans votre vie. Ouais. Donc, attention, quelquefois, on veut plus ou on veut autrement, on veut autre chose et on tient déjà quelque chose qui nous va bien. Parce que j'aime lui faire plaisir, voyez. Je mais me oui. Ce qu'elle moi, aime, moi je trouve votre, moi je trouve votre situation. Je cuisine en fonction de ce qu'elle aime, voyez-vous, de ce que j'aime aussi, parce que moi je suis pas difficile, mais pour ça elle est pas difficile. Ouais. On va se quitter, Hervé, mais réfléchissez-y à deux fois, Sophie. comme on dit. Merci. Votre choix est pas si simple. Ouais. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Hervé. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit, de beaux rêves. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas avec son émission De quoi j'ai l'air. Et on se retrouve, nous, demain à 23h. Très bon dimanche.